Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Tu les as peu être remarqués. Ces gens qui étaient autrefois sociables, actifs, présents et qui, progressivement, se sont retirés. Discrètement. Sans drame, sans explication fracassante, ils ont simplement disparu. Moins de sorties, moins de réseaux sociaux, moins d'engagement superficiel, comme s'ils s'étaient évaporés de la vie sociale normale, lentement, silencieusement, presque imperceptiblement. Les gens disent qu'ils sont devenus bizarres, antisociaux, déprimés, qu'ils ont changé en mal. Mais Carl Jung aurait vu les choses très différemment. Il aurait reconnu dans ces retraits discrets les signes d'un processus profond, une transformation en cours, un éveil spirituel qui exige, par sa nature même, le retrait, la solitude, le silence. Jung lui-même a vécu cela, après sa rupture déchirante avec Freud en 1913. Il s'est retiré du monde pendant plusieurs années. Il a plongé dans son inconscient. Il a exploré ses rêves, ses visions, les profondeurs abyssales de sa psyché. Ses collègues pensaient qu'il avait sombré dans la folie, qu'il traversait une dépression sévère. Mais Jung vivait. Il traversait ce qu'il appellerait plus tard la confrontation avec l'inconscient, une descente nécessaire, indispensable, avant toute ascension véritable. Ce retrait n'est pas une fuite, ce n'est pas de l'évitement, c'est une phase naturelle de l'individuation, du processus de devenir pleinement, authentiquement soi-même. Les personnes spirituellement éveillées disparaissent parce qu'elles ont dépassé le niveau de conscience collective. Elles ne peuvent plus participer aux jeux sociaux, aux conversations superficielles, aux distractions constantes. Cela leur est devenu psychologiquement, et parfois même physiquement, impossible. Dans cette exploration, nous allons découvrir ensemble pourquoi ce retrait se produit. Quelles sont les étapes psychologiques profondes qui le causent et pourquoi ce n'est pas un problème. C'est un signe de croissance intérieure extraordinaire. Parce que si tu vis cela en ce moment, ou si quelqu'un que tu aimes le vit, il faut comprendre une chose essentielle, ce n'est pas de la dépression, c'est de la transformation. Je m'appelle Destin, et j'ai vécu ce retrait de l'intérieur. Il y a quelques années, j'étais socialement actif. Je sortais, je participais, j'étais présent, et puis, quelque chose a changé. Pas soudainement, progressivement, comme une marée qui se retire, sans qu'on la voie reculer. J'ai commencé à ressentir une fatigue profonde face aux interactions sociales. Pas de l'anxiété, de la fatigue, comme si ces échanges ne me nourrissaient plus, comme si je tendais la main vers une source qui s'était tarie. Les conversations me semblaient vides, les événements sociaux, épuisants, les réseaux sociaux, toxiques. Je ne jugeais pas les gens, je ne me sentais pas supérieur. C'était simplement que je ne résonnais plus avec ce monde-là, comme si j'étais accordé à une fréquence différente, et que forcer la connexion me vidait entièrement de moi-même. Alors je me suis retiré, discrètement, j'ai décliné des invitations, j'ai réduit ma présence en ligne, j'ai passé davantage de temps seul, à lire, à réfléchir, à explorer mon monde intérieur avec une curiosité nouvelle. Les gens pensaient que j'étais déprimé, qu'il fallait me sauver, mais j'allais bien, mieux que bien. J'étais en train de me trouver. Jung m'a aidé à comprendre que ce retrait était une phase normale de l'individuation, que je n'étais pas brisé, que je traversais ce que les mystiques de toutes les traditions ont toujours traversé, la nuit noire de l'âme, le voyage dans le désert, la descente dans la grotte. C'était nécessaire, c'était sacré. Si tu vis ce retrait, si tu te sens comme un étranger dans le monde social ordinaire, sache que tu n'es pas seul. Ici, nous comprenons. Nous honorons ces phases de transformation. Nous savons que parfois, pour trouver ta vraie place,
tu dois d'abord te retirer de toutes les places. Arrêtons-nous un instant. Respire lentement. Sens ce que ces mots éveillent en toi, non pas dans ton esprit analytique, mais quelque part de plus profond. Une reconnaissance peut être un soulagement, la sensation d'être enfin vu. Gardons cela avec nous et explorons maintenant pourquoi ce retrait se produit. La première raison pour laquelle les personnes spirituellement éveillées disparaissent, c'est qu'elles voient à travers la persona collective. Elles ne peuvent plus participer au jeu social avec la même innocence. Elles ont vu derrière le rideau, et une fois que l'on a vu, on ne peut plus faire semblant de ne pas avoir vu. Jung parlait de la persona, ce masque social, ce rôle que nous construisons pour être acceptés, intégrés, reconnus. Au début de la vie, la construction de la persona est nécessaire, même saine. Nous apprenons à fonctionner en société, à jouer notre rôle, à être le professionnel accompli, l'ami fiable, le membre de la famille dévoué, le citoyen exemplaire. Ce masque nous protège, nous permet d'exister dans le tissu social. Mais à un certain point de l'évolution psychologique, quelque chose se produit. Un glissement imperceptible d'abord, puis de plus en plus évident. Tu commences à voir que la persona n'est pas toi, que le masque n'est pas ton visage, que le rôle n'est pas ton identité profonde. Et cette prise de conscience est à la fois libératrice et profondément aliénante. Libératrice, parce que tu réalises que tu n'as pas à être ce que les autres attendent de toi. Aliénante, parce que tu regardes maintenant le monde social et tu vois des masques partout, des gens jouant des rôles, performant leurs personnages, mais rarement authentiques, rarement vrais, et tu ne peux plus y participer de la même façon. Les conversations deviennent insupportables parce que personne ne parle vraiment, tout le monde joue. Les événements sociaux deviennent épuisants parce que tu dois porter ton propre masque, maintenir ton propre personnage, et cela te vide, cela te déconnecte de toi-même à chaque interaction. Il était architecte, 47 ans, reconnu dans son domaine, entouré de collègues et d'amis. Sa vie sociale était riche, dense, apparemment enviable. Il organisait des dîners, assistait au vernissage, cultivait son réseau avec une aisance naturelle. De l'extérieur, tout allait bien, mieux que bien, mais intérieurement, quelque chose avait commencé à se fissurer. Chaque soirée passée en société lui laissait une sensation étrange le lendemain matin, une espèce de vide creusé là où il aurait dû y avoir du plein. Pas de la tristesse, quelque chose de plus subtil, une tension dans la nuque, persistante, qui s'installait dès qu'il devait endosser son rôle de l'architecte brillant, de l'homme cultivé, du convive parfait. Son corps lui signalait quelque chose que son esprit refusait encore d'entendre. Pendant 2 ans, il a ignoré ce signal. Il a continué à paraître, à performer, à être présent là où il fallait être présent. La tension dans la nuque s'est transformée en migraine régulière. Il a consulté des médecins. Tout était normal, médicalement parlant. Un soir d'automne, en rentrant d'un dîner où il s'était montré brillant, drôle, engageant, tout ce qu'on attendait de lui, il s'est assis dans sa voiture et n'a pas pu démarrer. Pas physiquement incapable, simplement incapable de se lever pour reprendre ce rôle 1 heure de plus. Il a posé les mains sur ses genoux et, pour la première fois depuis longtemps, il n'a rien fait. Il a juste senti. Ce qu'il a senti, c'était l'écart immense entre l'homme qu'il jouait et l'homme qu'il était réellement. Pas de rupture dramatique, une sélection rigoureuse et bienveillante, moins de soirées, davantage de silence, quelques conversations profondes, rares et précieuses, avec des personnes qui n'avaient pas besoin de lui voir porter son masque. Les migraines ont cessé. Ce que son corps savait avant que son esprit ne l'accepte, l'authenticité n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale.
aussi fondamentale que l'air qu'on respire. Jung disait que les personnes en processus d'individuation ne peuvent plus s'identifier à leur persona. Elles ont besoin d'authenticité, de profondeur, de vérité. Et comme le monde social fonctionne largement sur la performance des personnages, elles se sentent de plus en plus étrangères, de plus en plus isolées, même en pleine foule, même entourées de visages familiers. Ce retrait n'est pas antisocial, c'est pro-authenticité. Ces personnes n'évitent pas les connexions, elles évitent les fausses connexions. Elles préfèrent la solitude aux relations superficielles. Elles préfèrent le silence aux conversations vides. Et la société ne comprend pas cela. Elle les juge, les pathologise, les appelle dépressives, retirées, difficiles. Mais Jung dirait qu'elles sont plus saines que jamais. Elles ont simplement dépassé le niveau de conscience collective et maintenant, elles doivent trouver leur propre chemin, même si cela signifie marcher seul pendant un temps. Voici ce que nous avons exploré jusqu'ici. Le moment où la persona se fissure marque souvent le début du retrait, non par rejet du monde, mais par une soif irréductible d'authenticité. Dans la vie concrète, cela se manifeste lorsqu'une personne commence à décliner des invitations non par peur, mais parce que ces espaces ne lui permettent plus d'exister tellement. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Pourquoi cette transformation s'accompagne-t-elle d'une sensibilité qui semble parfois insupportable à gérer? La deuxième raison du retrait, c'est le développement d'une sensibilité accrue. Jung parlait de l'ouverture de l'inconscient, comme d'une porte qui, une fois franchie, ne se referme plus complètement. Quand tu t'éveilles spirituellement, quand tu commences à faire le travail profond, tu deviens plus sensible aux énergies subtiles, aux émotions non exprimées, aux dynamiques cachées sous la surface des interactions. Ce qui ne te dérangeait pas avant devient insupportable. Les environnements bruyants, les foules désorganisées, les conversations agressives, les flux d'actualités négatives, les présences énergétiquement lourdes, tu les ressens maintenant de façon viscérale, comme si ta peau psychologique était devenue plus fine, plus poreuse, plus réceptive à tout ce qui circule autour de toi. Jung observait que les personnes qui faisaient le travail de l'ombre, qui exploraient courageusement leur inconscient, devenaient naturellement plus empathiques, plus intuitives, mais aussi plus vulnérables. Elles captaient des choses que les autres ne captaient pas. Les tensions sous-jacentes dans une pièce, les non-dits qui flottent dans l'air, les mensonges habillés en sourires polis. Et cela les épuisait profondément. Fais une pause, respire, pense à la dernière fois où tu as quitté un rassemblement social complètement vidé, pas fatigué physiquement, mais psychiquement drainé, comme si quelque chose avait été prélevé en toi sans ta permission. Laisse cette mémoire se déposer en toi. Dans un monde qui fonctionne largement sur le déni, la répression et la performance, cette sensibilité devient un fardeau presque impossible à porter. Tu es dans une pièce, tu sens les conflits non exprimés, les jalousies soigneusement dissimulées, les ressentiments refoulés depuis des années, et personne d'autre ne semble rien remarquer. Ils sourient, ils font la conversation, ils rient aux blagues, mais toi, tu perçois le chaos émotionnel qui bouillonne sous la surface. C'est épuisant. Cela te vide parce que tu absorbes involontairement les émotions des autres, leurs tensions, leurs angoisses, leurs ombres non intégrées. Et tu n'as pas encore appris à maintenir tes frontières énergétiques avec suffisamment de fermeté et de grâce. Alors tu te retires pour te préserver, pour te régénérer. Jung lui-même était d'une sensibilité extrême. Il percevait les présences, les atmosphères, les dynamiques psychiques invisibles au regard ordinaire, et il avait besoin de longues périodes de solitude pour se ressourcer, pour redevenir lui-même après s'être laissé traverser par le monde.
Il se retirait dans sa tour de Bollingen, loin des villes, loin des foules, dans le silence immense de la nature au bord du lac. Ce n'était pas de l'isolement pathologique, c'était une hygiène psychologique indispensable. Maintenant, voici quelque chose de pratique que tu peux faire aujourd'hui. Trouve un endroit calme. Assieds-toi confortablement. Pose les mains sur tes genoux, paume vers le haut. Prends une longue inspiration. Retiens-la 3 secondes, puis expire lentement. Encore une fois, et encore. Pense à un espace social qui t'épuise régulièrement. Ne l'analyse pas. Sens simplement ce qui se produit dans ton corps quand tu le visualises. Une contraction dans la poitrine, une lourdeur dans les épaules, une fatigue soudaine dans les paupières. Cette sensation est une information, pas un problème à résoudre, une information à honorer. Demande-toi doucement, sans chercher de réponse immédiate, qu'est-ce que mon corps essaye de me protéger ici? Reste avec cette question, laisse-la résonner quelques instants. 3 respirations profondes encore, et reviens. Les personnes spirituellement éveillées apprennent progressivement qu'elles doivent protéger leur énergie avec discernement, qu'elles ne peuvent pas être partout, avec tout le monde, en tout temps, qu'elles ont besoin d'espaces sacrés, de solitude, de silence, de nature, non pas par égoïsme, mais par nécessité de survie psychologique profonde. La société ne comprend pas cela. Elle voit le retrait comme du rejet, comme de l'arrogance à peine voilée. Mais ce n'est pas cela du tout. C'est simplement la reconnaissance honnête de ses propres limites énergétiques et la décision courageuse de protéger la flamme intérieure des vents incessants du monde social. La 3e raison du retrait, c'est le besoin fondamental de silence pour intégrer les transformations en cours. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus d'intégration, non pas de création d'un homme nouveau, mais de réunification d'un être fragmenté. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu deviens entier. Tu intègres toutes tes parties, conscientes et inconscientes, lumière et ombre, persona et soi profond. Mais cette intégration ne se fait pas dans l'agitation et le bruit. Elle exige du silence, de l'introspection, du temps seul avec soi-même. Pense à la digestion. Tu ne peux pas digérer un repas en courant. Tu dois t'arrêter, te reposer, permettre au processus de se faire de lui-même à son propre rythme. Les personnes en éveil spirituel traversent des transformations psychologiques d'une profondeur considérable. Elles rencontrent leur ombre, ces parties d'elles-mêmes qu'elles ont rejetées, refoulées, condamnées. Elles dialoguent avec leurs archétypes intérieurs. Elles explorent le langage nocturne de leurs rêves. Elles réorganisent entièrement leur système de valeurs. Tout cela demande une quantité d'énergie, d'attention et d'espace mental considérable. Et le monde social ne permet pas cela. Il interrompt constamment. Il distrait. Il tire vers l'extérieur, vers les obligations, les attentes, les rôles à jouer, les performances à maintenir. On ne peut pas faire le travail intérieur profond si l'on est constamment sollicité depuis l'extérieur. Ce serait comme essayer de méditer au milieu d'un marché bruyant. Jung passait des heures chaque jour en introspection, en imagination active, en dialogue conscient avec les figures de son inconscient. Il écrivait dans son livre rouge, ce manuscrit extraordinaire qu'il a tenu secret pendant des décennies. Il créait des mandalas avec une méticulosité presque rituelle. Il explorait ses visions avec la rigueur d'un chercheur et la dévotion d'un mystique. Ce n'était pas du temps perdu. C'était le travail le plus important qu'il accomplissait, le travail de devenir lui-même. Il y avait une médecin généraliste, 52 ans, qui avait construit sa vie entière autour du service aux autres. 30 années passées à soigner, écouter, accompagner. Elle était appréciée, respectée, aimée de ses patients. Sa salle d'attente était toujours pleine, son agenda surchargé,
sa vie sociale, active et apparemment épanouie. Puis la pandémie est arrivée et quelque chose en elle s'est brisé, silencieusement, sans éclat. Pas un effondrement spectaculaire, une lassitude accumulée qui avait fini par atteindre un point de non-retour. Elle continuait à fonctionner, mais de façon mécanique, comme si elle regardait sa propre vie depuis une fenêtre. Un nœud persistant dans l'estomac. Chaque matin au réveil, cette sensation d'avoir quelque chose d'essentiel à accomplir, mais de ne pas savoir quoi, et surtout, de ne jamais avoir le temps de chercher. Pendant plus d'1 an, elle a ignoré ce signal intérieur. Elle a continué à donner, à être disponible, à répondre présente. Le nœud dans l'estomac s'est resserré progressivement, devenant presque constant. Un matin, à 3 heures du matin, elle s'est réveillée dans le silence absolu de sa maison et elle a entendu, clairement, une question surgir de quelque part en elle. Qui es-tu, toi, en dehors de ce que tu fais pour les autres? Elle n'avait pas de réponse. C'est là qu'a commencé son retrait. Progressif, délibéré, courageux. Elle a réduit ses consultations, déçu certains patients et certains collègues. Elle a commencé à garder du temps pour elle, pas pour se reposer passivement, mais pour explorer. Elle a tenu un journal, elle a recommencé à peindre, une passion d'enfance abandonnée depuis 30 ans. Elle a passé des heures à marcher seule en forêt, à écouter. 18 mois plus tard, elle avait réorganisé sa pratique médicale autour de ses valeurs profondes. Elle voyait moins de patients, mais les accompagnait avec une présence qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le nœud dans l'estomac, il avait disparu. Ce que le silence lui a révélé, ce que les années d'activité lui avaient caché. On ne peut donner authentiquement aux autres que depuis un endroit de plénitude intérieure. Pas depuis la dette, pas depuis la peur, pas depuis l'habitude, depuis le soi. Les personnes spirituellement éveillées reconnaissent ce besoin de silence comme une nécessité, non un luxe. Elles savent qu'elles doivent protéger du temps pour leur travail intérieur, pour leur contemplation, leur créativité, leur dialogue avec l'inconscient. Dans un monde qui valorise la productivité externe, l'agitation constante, la présence sociale permanente, ce besoin est souvent perçu comme de la paresse ou de l'égoïsme, mais c'est exactement l'inverse. C'est l'acte le plus responsable qui soit, parce qu'une personne qui fait son travail intérieur, qui intègre ses parties fragmentées, qui devient progressivement entière, apporte infiniment plus au monde qu'une personne épuisée et fragmentée, qui court en tous sens. Le retrait est temporaire dans son intensité. C'est une phase, comme le papillon dans le cocon, comme la graine dans le sol, comme l'hiver silencieux qui précède le printemps, une période de gestation, de transformation invisible et profonde. Et quand cette période sera suffisamment avancée, la personne réémergera, différente, plus intégrée, plus authentique, plus puissante dans sa présence même. Jusqu'ici, nous avons vu comment le retrait naît de la dissolution de la persona, de l'émergence d'une sensibilité nouvelle et du besoin impérieux de silence pour intégrer les transformations intérieures. Dans la vie ordinaire, cela se manifeste souvent chez quelqu'un qui commence à préférer un après-midi seul, avec un livre à une soirée bruyante, non par découragement, mais par une intelligence croissante de ses propres besoins. Mais il reste quelque chose d'encore plus fondamental à explorer. Que se passe-t-il quand les valeurs mêmes qui guidaient une vie cessent brusquement d'avoir du sens? Maintenant, voici une pratique que tu peux faire dès maintenant, là où tu es. Ferme les yeux si tu le peux. Pose une main sur ton cœur. Inspire lentement, profondément. Sens la chaleur de ta main contre ta poitrine. Pense à un moment récent où tu as ressenti le besoin de te retirer d'une conversation, d'un espace, d'une relation. Ne juge pas ce moment,
accueille-le simplement. Demande-toi, avec douceur, qu'est-ce que ce besoin de retrait essayait de me donner? Quel espace, quelle profondeur, quel silence me réclamait-il? Ne cherche pas de réponse logique. Observe ce qui se passe dans ton corps. Chaleur, expansion, soulagement, larmes, reste là, quelques respirations encore. Quand tu seras prêt, reviens doucement. La 4e raison du retrait, et peut être la plus profonde, la plus déstabilisante aussi, c'est que les personnes spirituellement éveillées ont transcendé les valeurs collectives. Elles ne sont plus motivées par les mêmes aspirations que la majorité. Et cela crée un fossé, parfois un gouffre, une incompréhension mutuelle qui rend la connexion authentique presque impossible. Jung parlait de l'inconscient collectif, de ses valeurs partagées, ses croyances communes, ces buts collectifs que nous absorbons presque par osmose depuis notre naissance. Au début de la vie, nous adoptons ces valeurs sans les questionner, parce que nous n'avons pas encore les outils psychologiques pour le faire. Nous voulons ce que la société dit qu'il faut vouloir, le succès, le statut, l'argent, la reconnaissance, la conformité rassurante. Mais quand tu t'éveilles, quand tu fais véritablement le travail d'individuation, ces valeurs perdent progressivement leur emprise sur toi, pas dans un geste de rébellion adolescente, plutôt dans un effacement tranquille, presque mélancolique. Tu réalises qu'elles ne sont pas universelles, qu'elles sont construites, relatives, historiquement situées et souvent profondément vides de sens personnel. Tu commences à chercher tes propres valeurs, authentiques, enracinées dans ton soi profond, et soudain, tu ne parles plus tout à fait le même langage que ceux qui t'entourent. Quand les gens parlent de leurs objectifs de carrière, tu écoutes poliment mais tu ne ressens rien de vibrant en toi. Quand ils parlent de leurs achats récents, de leur image sociale, de leur position dans la hiérarchie, tu te sens déconnecté, non pas par jugement hautain, par désintérêt authentique, sincère, presque douloureux dans sa franchise. Cela ne résonne plus. Tout simplement. Jung disait que les personnes individuées développaient leurs propres valeurs, fondées sur leur mythe personnel, ce sens unique, singulier, que chaque âme porte en elle comme une empreinte digitale de l'esprit. Ces personnes ne rejetaient pas nécessairement les valeurs collectives de façon méprisante. Elles les avaient simplement dépassées, transcendées. Elles opéraient depuis un niveau de conscience différent, avec des coordonnées intérieures différentes. C'est pourquoi elles se sentent seules, même en société, parce qu'elles ne partagent plus les mêmes rêves, les mêmes peurs, les mêmes désirs que la majorité. Elles cherchent le sens, l'authenticité, la croissance, l'éveil, tandis que la majorité cherche la sécurité, le confort, la validation, la distraction. Ce n'est pas un jugement de valeur. Jung insistait profondément sur ce point. Ce n'est pas que les personnes éveillées sont meilleures ou supérieures, c'est qu'elles sont à un stade différent de développement psychologique. Et chaque stade possède ses propres besoins, ses propres valeurs, ses propres formes de communauté. Il y avait une femme, 58 ans, qui avait passé sa vie entière dans le milieu des affaires. Directrice commerciale, performante, reconnue, couronnée de succès mesurables. Elle avait tout ce que la société célèbre. Et pourtant, depuis quelques années, une sensation étrange s'était installée. Une légèreté teintée de vide. Comme si elle portait un vêtement magnifique qui ne lui appartenait pas vraiment. Les réunions de direction lui semblaient de plus en plus creuses. Les conversations autour des chiffres trimestriels l'ennuyaient d'une façon qui la surprenait elle-même. Elle regardait ses collègues s'animer, s'agiter, rivaliser, et elle les observait avec une distance nouvelle, presque ethnologique, sans malveillance aucune, mais sans participation réelle non plus.
un pincement au sternum, régulier, chaque fois qu'elle devait simuler un enthousiasme qu'elle ne ressentait plus. Elle a essayé de chasser cette sensation. Elle a pris de nouvelles responsabilités, s'est lancée dans de nouveaux projets, a voyagé davantage. La sensation persistait, sourde, insistante, incapable d'être noyée dans l'agitation. Un soir d'hiver, elle a relu par hasard un journal qu'elle tenait à 22 ans, pendant ses années d'étudiante. Elle y écrivait sur la philosophie, sur le sens, sur ce qu'elle voulait contribuer au monde. Rien dans ces pages ne ressemblait à ce qu'était devenue sa vie. Elle a pleuré longtemps ce soir-là. Pas de désespoir, de reconnaissance, de deuil aussi, le deuil d'une version d'elle-même qui avait attendu patiemment, silencieusement, pendant 35 ans. Les 3 années qui ont suivi ont été celles de son retrait progressif du monde des affaires et d'une réorientation vers ce qui avait toujours été sa vraie vocation. Aujourd'hui, elle accompagne des équipes dans des démarches de sens au travail. Elle ne gagne pas autant. Elle est infiniment plus entière. Ce que ses 35 ans de succès ne lui avaient pas appris et que son retrait lui a révélé, la réussite collective n'est jamais une réponse à l'appel singulier de l'âme. Le problème fondamental de cette transcendance des valeurs collectives, c'est que les communautés pour personnes individuées sont rares. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui vivent à ce niveau de conscience. Alors les personnes éveillées se retrouvent dans une solitude particulière, celle de ne pas être vues vraiment, même entourées de nombreuses personnes. Elles peuvent avoir des centaines de connaissances et aucun véritable compagnon d'âme. Personne avec qui partager ce qui compte vraiment. Personne qui comprenne le langage intérieur qu'elles parlent. Alors elles se retirent, non pas parce qu'elles rejettent l'humanité, parce qu'elles attendent de trouver leur tribu, ces rares personnes qui parlent le même langage de l'âme, qui cherchent la même profondeur, qui ont fait le même voyage intérieur vers leur propre nuit. Jung lui-même avait très peu d'amis proches, mais ses amitiés étaient d'une profondeur extraordinaire, presque intemporelle. Il pouvait parler de l'inconscient collectif, des archétypes, de l'alchimie psychologique, et être compris, véritablement compris, dans toutes les nuances. C'était cela qu'il valorisait profondément. Non pas la quantité de connexions, mais leur qualité irremplaçable, leur résonance authentique. Que faire alors, si tu vis ce retrait, ou si quelqu'un que tu aimes traverse cette phase? Jung offrait une perspective profondément libératrice. Ce retrait est une phase sacrée, nécessaire, temporaire dans son intensité maximale, mais périodiquement nécessaire tout au long d'une vie bien vécue. Ne combats pas ce mouvement, ne le pathologise pas, ne te force pas à être social si cela te vide de toi-même. Honore ce besoin de solitude, de silence, d'introspection. C'est ton inconscient qui parle, qui te dit, avec toute l'autorité de ce qui est le plus profondément toi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de silence pour accomplir ce travail que personne d'autre ne peut faire à ma place. Et fais confiance au processus. Ce retrait ne sera pas éternel dans sa forme actuelle. Quand l'intégration sera suffisamment avancée, quand tu auras trouvé tes propres valeurs, quand tu seras devenu plus entier, tu réémergeras différent. Tu pourras à nouveau être pleinement dans le monde, mais d'une façon nouvelle, plus authentique, plus aligné avec ce que tu es réellement. Jung parlait de la spirale de l'individuation. Tu te retires, tu fais le travail intérieur, tu intègres, tu réémergeras, tu vis pleinement. Et puis, à un certain point, tu as besoin de te retirer à nouveau. Ce n'est pas un cercle, c'est une spirale ascendante. Chaque cycle t'amène plus profond, plus proche de ton soi véritable, de ce noyau d'être que Jung considérait comme l'objectif ultime de toute vie humaine consciente. Si c'est quelqu'un que tu aimes,
qui vit ce retrait, ne le juge pas, ne l'appelle pas déprimé, ne le force pas à être présent là où sa psyché lui dit de s'absenter. Respecte son processus. Laisse-lui l'espace. Peut être qu'un jour il t'expliquera. Peut être que tu ne comprendras jamais complètement ce qu'il traverse. Et c'est acceptable. Tu peux respecter sans comprendre totalement. Tu peux honorer sans pouvoir nommer ce que tu honores. Tu peux aimer au-delà de ta propre compréhension. Sache aussi que ce retrait n'est pas un rejet de toi. Ce n'est pas personnel, même si cela peut le sembler. C'est un processus psychologique profond, une transformation spirituelle, une mort symbolique avant une renaissance qui n'appartient qu'à lui. Les personnes qui le vivent ne peuvent pas toujours l'expliquer. Elles le ressentent simplement comme une gravité intérieure, comme un appel auquel elles ne peuvent pas ne pas répondre. Elles doivent obéir à cette voix intérieure, même quand elle les mène dans l'incompréhension des autres, même quand elle les isole temporairement de tout ce qui était familier. Jung dirait que notre époque a besoin de plus de personnes qui osent faire ce travail, qui osent se retirer du bruit collectif pour descendre dans leur propre profondeur, qui osent devenir vraiment elles-mêmes, avec toute la solitude et tout le courage que cela exige. Parce que c'est seulement en devenant entière individuellement que l'humanité peut espérer créer une civilisation plus saine collectivement. Les personnes spirituellement éveillées ne disparaissent pas définitivement. Elles se retirent pour se transformer en profondeur, et quand elles reviennent, elles apportent quelque chose que le monde ne savait pas encore qu'il attendait. Une authenticité sans compromis, une profondeur rare, une sagesse acquise dans le silence, une présence qui peut, parfois, inspirer d'autres âmes à se mettre elles aussi en chemin. Si cette exploration a résonné en toi, si tu as vécu ce retrait, ou si tu le traverses en ce moment même, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Tu n'es pas seul dans cette traversée. Laisse un commentaire pour témoigner de ton expérience. Tes mots peuvent devenir la bouée de sauvetage d'une autre âme qui ne sait pas encore que ce qu'elle vit a un nom, une direction, un sens. Et si tu veux continuer à explorer ces processus profonds de transformation intérieure, rejoins-nous ici, sur l'esprit de Jung. Nous honorons les phases sombres, les retraits nécessaires, les silences sacrés. Nous savons que parfois, pour trouver ta lumière, tu dois d'abord traverser entièrement ta nuit. Et nous marchons ensemble, même quand nous marchons seuls. Souviens-toi de ceci, alors que tu reposes ces pensées en toi. Si tu te retires en ce moment, ce n'est pas que tu es brisé, c'est que tu es en train de te reconstruire, autrement, authentiquement, entièrement. Honore ce processus. Il est sacré et il mène inexorablement à son propre rythme, à ta vraie vie. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.